50% des mariages finissent en divorce, mais ton histoire sera différente. Parce qu'un mariage réussi n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une sagesse éprouvée qui transforme des vies depuis des générations. Bienvenue dans ta dose de sagesse, le podcast qui renverse les statistiques du divorce, une histoire après l'autre, en transmettant les secrets de la sagesse divine. As-tu déjà ressenti ce froid glacial qui s'installe après une dispute? Ce silence pesant où les mots non dits flottent dans l'air. Cette distance qui grandit jour après jour, créant un fossé qui semble impossible à combler. Combien de relations précieuses as-tu déjà perdues à cause des non-dits qui se sont transformés en murs? Combien de fois t'es-tu dit c'est trop tard maintenant, alors que ton cœur espérait encore une réconciliation? Aujourd'hui, je vais te partager l'histoire de la plus grande guerre froide familiale de la Bible, celle de Rachel et Léa, deux sœurs, une rivalité déchirante et un chemin vers la paix qui va te donner les clés pour transformer tes propres conflits. Selon une étude récente du Gottman Institute, 69% des conflits dans les couples sont des problèmes perpétuels qui ne seront jamais totalement résolus. Le secret n'est donc pas d'éliminer les conflits, mais d'apprendre à les traverser différemment. Ce n'est pas l'absence de conflits qui caractérise les couples heureux, mais c'est leur capacité à réparer la relation après le conflit. Plongeons maintenant dans l'histoire fascinante de Rachel et Léa. Imagine, deux sœurs, une mariée par tromperie, l'autre par amour, partageant le même homme, la même maison, les mêmes rêves brisés. Peut-être que là, tu te dis, c'est pas mon histoire. Non, reste avec moi, tu vas voir que ça te concerne. Cette histoire ancienne nous parle encore aujourd'hui. Elle nous montre 4 façons dont les conflits se manifestent, 4 signes que nous pouvons reconnaître dans nos propres relations. Le premier signe, le plus profond peut-être, ce sont les blessures qui ne guérissent pas. Pour Léa, c'est la douleur d'être celle qu'on n'a pas choisie. Chaque fois que Jacob montre son amour pour Rachel, cette blessure se réveille. Pour Rachel, c'est la souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant, de ne pas se sentir assez. Chaque naissance chez sa sœur lui rappelle ce qu'elle ne peut pas avoir. Ces blessures colorent tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle entend. Le deuxième signe, c'est la comparaison sans fin. Léa regarde ses enfants comme des preuves qu'elle a aussi de la valeur. Rachel compte les moments où Jacob lui montre son amour pour se rassurer. C'est comme si chacune essayait toujours de prouver qu'elle n'était pas moins importante que l'autre. Un jour, Léa se dit « Au moins j'ai des enfants ». Le lendemain, Rachel pense « Mais c'est moi qui l'aime vraiment ». Le troisième signe, c'est la compétition qui rend tout difficile. Même les servantes Bila et Zilpa sont utilisées dans leur rivalité. Les enfants deviennent des preuves que Dieu les bénit. Chaque fois que l'une gagne quelque chose, l'autre a l'impression de perdre. C'est comme si le bonheur de l'une ne pouvait exister qu'aux dépens de l'autre. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, prenons un moment pour la rendre plus personnelle. Je veux que tu t'imagines dans la peau de Rachel ou Léa. À laquelle t'identifies-tu le plus? Es-tu plutôt comme Rachel qui avait l'amour mais pas encore la manifestation de la promesse? Ou comme Léa qui avait des bénédictions visibles mais se sentait moins aimée? Qu'aurais-tu fait différemment à sa place? Prends un moment pour réfléchir à cela. C'est dans ce contexte que survient l'épisode des Mandragores. Un moment qui cristallise toute la complexité de leur conflit. Un simple échange autour de ces fruits et révèle la profondeur de leurs blessures. Donne-moi les mandragores de ton fils. Est-ce peu que tu aies pris mon mari? Dans ces quelques mots se concentrent 3 poisons
qui alimentent leurs conflits et peut-être les tiens aussi. D'abord, la peur du manque. Rachel craint de ne jamais connaître la maternité. Et Léa tremble de perdre le peu d'attention que Jacob lui accorde. Ensuite, l'amertume accumulée. Des années de rivalité non résolue, de jalousie étouffée et de comparaison toxique. Enfin, les accusations non résolues. Ces reproches qui masquent des blessures plus profondes. Tu as pris mon mari cache. En réalité, tu as pris ma chance d'être aimé. Retiens bien ces 4 signes. Les blessures non guéries, la comparaison toxique, la compétition sans fin et les accusations non résolues. Ces signaux d'alarme, une fois repérés, deviennent tes alliés pour transformer tes conflits. Ces signes, tu les as peut-être déjà vécus. Laisse-moi te donner des exemples concrets de notre quotidien. Tu vois ton ami poster ses fiançailles sur Instagram. Au lieu de te réjouir sincèrement, tu te surprends à penser pourquoi elle et pas moi. Je suis pourtant plus fidèle dans ma marche avec Dieu. Ça, c'est la blessure de l'attente qui s'active. Ou bien, ta sista qui te demande encore une fois. Alors, toujours personne, le bro, il est où? Lors du déjeuner après le culte. Et au lieu d'avoir une conversation honnête, tu commences à énumérer mentalement tous les accomplissements professionnels et spirituels pour te justifier. La comparaison s'infiltre ainsi même dans la maison de Dieu et dans les relations les plus honnêtes que tu pensais avoir. Ou encore, nous voici pendant la veillée de prière des femmes. Une autre sœur témoigne de comment Dieu a transformé son couple. Et ta première pensée n'est pas d'écouter la sagesse dans son témoignage, mais de te dire, elle ne peut pas comprendre mon combat, elle est déjà mariée. Et ça, c'est la compétition qui transforme même les moments d'édification en source d'amertume. Te reconnais-tu dans l'un de ces scénarios? Dans quelle situation récente as-tu senti cette tension entre la confiance en Dieu et le désir légitime du mariage transformer tes relations en terrain de comparaison? Maintenant que nous avons identifié ces schémas, je t'invite à faire une pause réflexive. Prends ton journal et note quel est ton déclencheur le plus fréquent dans ces situations. Est-ce de voir les photos de mariage sur les réseaux sociaux, les questions sur ton célibat, les témoignages de couple, ou peut-être les versets sur le mariage mal interprétés par ton entourage? Mais comme nous allons le voir, c'est précisément dans ces moments de crise que se cache la possibilité d'une transformation profonde. Quel que soit le déclencheur le plus fréquent que tu viens d'identifier, le moment est venu de découvrir comment transformer nos conflits en opportunités de croissance. L'histoire de Rachel et Léa nous révèle 5 étapes précieuses, 5 clés qui peuvent ouvrir la porte de la réconciliation et donc de la transformation pendant ta saison de préparation. Tout commence par un moment de vérité. Tu dois reconnaître tes blessures. Rachel et Léa nous montrent qu'avant de regarder vers l'autre, il faut d'abord regarder en soi. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Au début, ça peut faire un peu peur, mais c'est nécessaire pour avancer. Dans Genèse 30, nous voyons Rachel confronter sa blessure la plus profonde. Elle dit « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Ce cri du cœur n'est plus une accusation envers Léa, mais l'expression pure de sa souffrance. Pour Léa, cette reconnaissance vient à travers les noms qu'elle donne à ses enfants. Quand elle nomme Ruben, l'Éternel a vu ma misère, elle reconnaît ouvertement sa douleur d'être moins aimée. Et c'est un moment de vérité où elle ne cherche plus à prétendre que tout va bien. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je t'invite à faire cet exercice simple mais puissant. Prends un moment de calme, juste pour toi.
sur une page blanche de ton journal. Écris ce qui fait mal dans ton cœur. Pas ce que l'autre a fait, mais ce que tu ressens vraiment. Écris comme si tu parlais à quelqu'un qui te comprend totalement et qui ne te juge pas. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est celle de la libération de la comparaison. Rachel et Léa ont découvert une vérité profonde. Chacune avait sa propre histoire à vivre. Quand elles ont arrêté de mesurer leur vie l'une contre l'autre, quelque chose s'est transformé. Un changement subtil s'opère dans la façon dont Léa nomme ses derniers enfants. Avec Judas, elle dit simplement « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Elle ne mentionne plus Jacob ni sa rivalité avec Rachel. Son regard s'est tourné vers sa propre relation avec Dieu. Rachel, de son côté, commence à voir que sa valeur ne dépend pas du nombre d'enfants qu'elle a. Quand elle nomme son premier fils Joseph, elle dit « Dieu a ôté mon opprobre ». Ce n'est plus une victoire sur Léa, mais une guérison personnelle. Alors voici un outil précieux que je veux partager avec toi. Je pense que tu en as déjà, en tout cas je l'espère. C'est le journal de gratitude personnalisé. Chaque soir, note 3 bénédictions dans ta vie. Compte les bienfaits de Dieu, n'est-ce pas? Et mets-les tous devant tes yeux. Des choses qui sont uniques à ton histoire, des cadeaux que Dieu a mis sur ton chemin. C'est comme planter des graines de contentement dans ton cœur. Étape numéro 3, je l'ai nommée la communication du cœur. L'épisode des mandragores marque un tournant dans la communication entre Léa et Rachel. Quand Rachel demande les mandragores à Léa et que Léa exprime sa douleur, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari ?» C'est la première fois qu'elle parle ouvertement de leurs blessures communes. Ce dialogue, bien qu'initialement tendu, ouvre en vérité la porte à une nouvelle façon de communiquer. Elles commencent à exprimer leurs besoins réels plutôt que de se lancer des accusations. Et ici, j'aimerais te présenter la méthode VRAI. V-R-A-I. Tu me connais déjà, j'aime les acronymes. Cette méthode, c'est comme une boussole pour nos conversations difficiles. Le V, c'est pour vulnérabilité. Pour te dire d'ouvrir ton cœur en disant « je me sens ». C'est différent de pointer du doigt en disant « tu me fais ». Le R, c'est pour responsabilité. Reconnais ta part même si elle est petite et même si elle est toute petite. Le A, c'est pour authenticité. Dis ta vérité avec douceur, comme tu aimerais qu'on te parle. Le I, c'est pour intention. Exprime ce dont tu as vraiment besoin au plus profond de toi. Vient maintenant l'étape numéro 4, celle de créer des solutions ensemble. Rachel et Léa nous enseignent quelque chose de puissant. Quand on cherche le bien de l'autre, on trouve souvent notre propre bien aussi. Et c'est une clé du bonheur conjugal, du bonheur dans toutes tes relations. Nous voyons cette étape se manifester quand elle négocie autour des mandragores. Encore l'histoire des mandragores. Au lieu de rester dans l'opposition, elle trouve un arrangement. Les mandragores contre une nuit avec Jacob. Même si cela peut nous sembler étrange aujourd'hui, c'était leur première tentative de trouver une solution où chacune obtiendrait quelque chose. Plus tard, quand vient le moment de quitter la maison de Laban, elles s'unissent dans une décision commune, mettant de côté leurs différences pour le bien de leur famille. Elles disent « Nous n'avons plus de part dans la maison de notre Père ». Et moi, je t'invite à essayer cette approche. Au lieu de te demander qui a raison dans l'histoire, pose-toi cette question. Que pouvons-nous créer ensemble ? C'est comme ouvrir une nouvelle porte là où il semblait n'y avoir que des murs. Vient maintenant la dernière étape, l'étape numéro 5, que j'appellerai le chemin de la confiance. Créer un chemin.
La preuve la plus puissante de leur réconciliation se voit dans la façon dont leurs enfants forment les piliers des 12 tribus d'Israël, forment une seule et même famille. Ce n'est pas arrivé d'un coup, puis on connaît les histoires d'après. Mais chaque fois qu'elles ont choisi de ne pas alimenter la rivalité, chaque fois qu'elles ont permis à leurs enfants de grandir ensemble plutôt que les uns contre les autres, elles ont posé une pierre dans la construction de cette nouvelle réalité. La réconciliation, en vérité, disons que c'est comme un jardin et elle se cultive jour après jour. Chaque petit geste compte. Un sourire offert le matin, une parole d'encouragement ou même un moment d'écoute véritable. Ces petites actions sont comme des graines de paix que nous semons. Avec le temps, elles grandissent et portent du fruit. L'histoire de Rachel et Léa nous rappelle quelque chose de merveilleux. Dieu peut transformer nos plus grandes rivalités en histoire de rédemption. De leur réconciliation est né le peuple d'Israël, 12 tribus unies malgré leurs différences. Et à toi qui m'écoutes, peut-être que tu te reconnais dans certains aspects de cette histoire. Peut-être que comme Léa, tu te sens mise à côté ou peut-être un peu moins valorisée. Ou bien comme Rachel, tu luttes peut-être avec un désir non comblé, une frustration. Ou peut-être vis-tu une rivalité qui semble impossible à résoudre. Souviens-toi que Rachel et Léa n'étaient en rien parfaites. Elles ont fait des erreurs. Elles ont eu des moments de recul. Mais chaque petit pas vers la réconciliation a compté. Chaque choix de paix, même petit, a contribué à écrire une histoire plus grande qu'elle-même. La question que je te pose aujourd'hui est simple. Quelle première étape es-tu prête à faire? Quel petit pas vers la réconciliation peux-tu poser aujourd'hui? Ces 5 étapes nous donnent un cadre pour transformer nos conflits. Mais la vraie question est la suivante. Comment les appliquer concrètement dans nos relations? J'espère que c'est la question que tu voulais me poser. L'histoire de Rachel et Léa nous offre une leçon essentielle sur la préservation de nos liens précieux, même en période de conflit. Les études montrent que 93% des couples traversent des périodes de conflit significatives et que 70% des relations familiales connaissent au moins une période de tension majeure. Ce qui fait la différence, je te le répète, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la façon dont nous les gérons. L'histoire de ces 2 sœurs nous enseigne une vérité puissante et pratique. Au cœur même de leur rivalité intense, elles ont maintenu, consciemment ou non, certains principes qui ont permis à leur relation de survivre, d'évoluer et finalement de se transformer. Les recherches en psychologie relationnelle révèlent que les couples qui maintiennent des rituels de connexion, même pendant les périodes de conflit, ont 86% de chances de préserver leur relation à long terme. Étudions d'abord ce qu'elles n'ont jamais fait, même dans leurs moments les plus sombres. Ces limites qu'elles n'ont pas franchies n'étaient pas des obstacles à leur expression, mais des garde-fous protégeant l'essentiel de leur relation. Jamais elles n'ont attaqué la dignité profonde de l'autre. Jamais elles n'ont trahi les confidences partagées. Jamais elles n'ont utilisé leurs enfants comme des armes dans leurs conflits. Et jamais elles n'ont forcé leur famille à prendre parti. Les études montrent que 4 comportements en particulier prédisent l'échec d'une relation avec une précision de 91%. Ces comportements sont les suivants. Les attaques personnelles, le mépris, l'attitude défensive et le retrait total. Rachel et Léa, même dans leur rivalité intense, ont évité ces destructeurs relationnels. Ces limites sont fondamentales mais insuffisantes. Comme je te le dis au début, les études en psychologie relationnelle démontrent que la majorité des conflits relationnels sont perpétuels parce qu'ils concernent des différences fondamentales qui ne seront jamais totalement résolues.
Alors, pour qu'une relation survive à l'épreuve du conflit, ce qui compte, c'est de maintenir des points de contact significatifs et concrets. Par exemple, pour les couples en difficulté, certains gestes s'avèrent particulièrement protecteurs. Ça peut être une communication minimale au moins sur les aspects pratiques, la présence commune aux événements importants, l'établissement d'espaces neutres pour la discussion. Pour les relations familiales, les études soulignent l'importance des rituels familiaux réguliers, de la présence aux événements significatifs et du maintien d'une communication de base. La reconstruction d'une relation endommagée suit des principes vérifiés. Les recherches confirment que la plupart des relations qui survivent à une crise majeure en sortent renforcées. Ce n'est pas la magie qui opère comme on le pense souvent, mais la constance des petits pas. Je le répète, ce n'est pas la magie qui opère, mais la constance des petits pas. Des accords respectés, des espaces protégés et des efforts reconnus. Face à un conflit important, trois questions essentielles se posent. Premièrement, quel point de contact minimal peux-tu maintenir? Même quelques minutes d'échange constructifs par semaine peuvent faire une différence. Deuxième question, quelles limites t'engages-tu à ne pas franchir? Les limites claires protègent la possibilité d'un avenir meilleur. Et troisième question, quel espace neutre peux-tu établir? Un lieu sûr pour dialoguer peut transformer la dynamique du conflit. Et l'histoire de Rachel et Léa illustre une vérité confirmée par la recherche moderne. La transformation des conflits les plus profonds est possible. Cette transformation prend du temps. Plusieurs mois souvent sont nécessaires pour reconstruire la confiance. Mais chaque petit pas compte, chaque geste positif contribue à la reconstruction. De leur conflit est née une famille qui est devenue un peuple entier. Cette transformation s'est construite pas à pas, choix après choix, prouvant qu'au-delà de nos différences, la reconstruction est toujours possible. Avant de clore cet épisode, je veux te partager 3 éléments qui vont transformer ta façon d'aborder les conflits. Un exercice puissant, une question de réflexion et une vérité qui change tout. Prends d'abord un moment tranquille. Tu peux faire cet exercice n'importe où, dans ta voiture, sur un banc, dans ton salon. L'idée est d'explorer 3 angles différents qui forment un triangle de compréhension. Le premier angle, c'est celui de ta vérité. Prends un moment pour clarifier ta position. Exprime-toi en utilisant le je et dis ce que tu ressens vraiment. Et surtout, pas de tu accusateur, juste ton ressenti authentique. Le deuxième angle, c'est la perspective de l'autre. Imagine-toi maintenant dans la peau de l'autre personne. Que voit-elle? Que ressent-elle? Qu'est-ce qui est important pour elle? Et le troisième angle, c'est celui de la rencontre, la perspective de la rencontre. Prends maintenant de la hauteur, comme si tu observais la situation d'en haut. Où se trouve le point de connexion possible? Quelle solution pourrait honorer les besoins de chacun? C'est un exercice très simple, mais à la fois très puissant. Et l'histoire de Rachel et Léa nous montre en fait que la réconciliation commence souvent par ce changement de perspective. Et avant de te quitter, je veux te poser une dernière question. Si dans 1 an exactement, tu regardais en arrière vers ce moment précis, quel petit pas courageux aimerais-tu avoir fait aujourd'hui? Quand tu regardes tes relations, l'état de tes relations actuelles, ta manière de gérer tes conflits, quel petit pas courageux aimerais-tu avoir fait aujourd'hui? Quelle relation aimerais-tu voir transformer? À travers l'histoire de ces 2 sœurs, tu as découvert comment nos plus grandes tensions relationnelles peuvent devenir des opportunités de transformation.
Et avec le triangle de réconciliation dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu as maintenant un outil concret pour commencer ce travail de transformation. Mais j'aimerais te dire ceci, ta propre histoire de transformation commence maintenant et voici comment tu peux passer à l'action. Premièrement, le défi de la semaine. Applique cette semaine le triangle de réconciliation à une situation qui te préoccupe. Prends juste 5 minutes pour explorer ta vérité, la perspective de l'autre et le point de rencontre aussi. Ensuite, partage ton expérience. Rejoins notre communauté de femmes qui transforment leurs relations, le Club des Merveilleuses. Partage sur Instagram avec le hashtag ta dose de sagesse ton expérience. Raconte un moment où tu as choisi la confiance, par exemple, plutôt que la comparaison. Ou envoie-moi en privé un message où tu me partages ta plus grande découverte de cet épisode. Et puis, troisièmement, reste connecté. Pour continuer ta transformation, abonne-toi au podcast, active les notifications et retrouve-moi samedi prochain à midi pour ne pas manquer notre prochain épisode sur le thème suivant, ce que ton cœur dit quand tu te tais. C'est un thème que j'aime beaucoup, un sujet qui va révolutionner ta façon de communiquer. Et si tu aimes le personnage d'Esther, sois au rendez-vous. En attendant de se retrouver samedi prochain, rejoins-moi du lundi au vendredi à midi sur ma chaîne YouTube pour ta daily dose de sagesse. Cette semaine, nous allons explorer comment le courage d'être imparfaite devient la clé d'une communication authentique et comment cette authenticité attire naturellement les bonnes personnes dans ta vie. Et avant de se séparer, je veux te laisser avec cette vérité puissante. N'oublie pas, comme Rachel et Léa, ton histoire fait partie d'un plan plus grand. Dieu voit ton cœur, comprend ton attente et prépare assurément quelque chose de beau dans cette saison. Je suis Patricia et c'était ta dose de sagesse parce que ta vie et parce que tes relations ont besoin de la sagesse divine.